Dick Mermat, TV Braise, bienvenue sur le plateau de TV Braise. Au moment où s'ouvre à Ploué la première édition bretonne des championnats du monde de cyclisme, il nous a paru intéressant de donner la parole à une autre catégorie d'aventuriers de la petite reine. Notre invité d'aujourd'hui n'est pas avide de records à battre. Il pense simplement que de s'éloigner de son Trégor natal lui permet de devenir plus beau. Alors pas plus beau physiquement, même si 12 000 kilomètres dans les mollets, ça muscle, mais plutôt plus beau dans l'âme grâce à toutes les rencontres qu'il a pu faire lors de sa fameuse ruée vers l'Est. Olivier Le Cosic, merci d'avoir fait le déplacement de Trégastel pour nous rejoindre à Lorient. Vous venez de rentrer après 6 mois de voyage, 6 mois de voyage, 12 000 kilomètres avec votre compagne à 2 roues et puis sa remorque. Oui, ma petite maison. Votre petite maison dans quelques 12 pays d'Europe. Alors, on a vu grâce au montage réalisé par Hervé Huneau des articles de journaux en écriture cyrillique. D'où viennent-ils et que racontent-ils ces articles-là? En fait, c'est un article de journal qui vient de Mélitopol, donc qui se situe près de la frontière russe, à l'est donc de l'Ukraine. Donc c'est des gens que j'ai rencontrés comme ça sur ma route et qui sont intéressés à mon histoire. Et donc ils ont voulu en fait partager un peu mes émotions sur la première partie de mon voyage. Parce que ça se situait juste pratiquement à la première moitié justement de mon voyage. Et donc voilà, donc j'ai voulu en fait raconter mes impressions. Et qu'est-ce qui leur plaisait à ces journalistes? Qu'est-ce qui les intéressait? Est-ce que c'était si rare de voir passer comme ça un Français à vélo avec sa remorque derrière et parcourant l'Europe? Oui, disons ce qui les intéressait en fait, c'était de savoir pourquoi, dans quelle la démarche en fait, et puis c'était surtout d'avoir une ouverture en fait, grâce à moi, et puis un échange qui était très important. Ils sont vraiment très dynamiques, ils ont envie de s'ouvrir énormément, et ils ont envie vraiment d'oublier un peu le passé. Alors, cette ouverture, est-ce que c'est ça qui voit, cette ouverture des pays de l'Est depuis quelques années, est-ce que c'est ça qui vous a attiré, qui vous a fait choisir cette partie du monde? Oui, parce que je crois que maintenant, en étant français, on a la chance de pouvoir voyager dans ces pays-là. Donc le passeport, quelquefois, ne suffit pas, il faut des visas, mais disons qu'il est toujours possible de voyager à travers ces pays. Ils ont eu, pendant des dizaines d'années, ils ont été isolés de l'Europe entière, et il était vraiment très intéressant maintenant d'y aller parce que en fait ça s'ouvrait justement. Alors cette idée-là, elle vous est venue à partir de quand? En fait, il y a des années que j'ai envie de traverser la Russie, pas forcément en vélo, mais j'ai envie de savoir comment est-ce que ça se passe, trouver toutes ces différences qui font l'intérêt du voyage justement. Et parce que forcément on arrive avec des a priori en fait, et puis il y a un tel bonheur de pouvoir discuter avec ces gens-là, même si on ne parle pas forcément la langue. Alors, l'idée, elle vous est venue en 96 et vous avez déjà fait une première expérience à ce moment-là? Oui, disons que j'ai effectué plusieurs voyages en vélo. Et donc j'ai voulu faire un essai en fait en vélo, traverser la Nouvelle-Zélande du nord au sud, dans ce petit paradis-là. Et je pense que ensuite j'en voulais plus. Et donc là est réapparue en fait mon idée de partir vers les pays de l'Est, que j'avais déjà visité un tout petit peu il y a quelques années. Mais à vélo cette fois-ci, parce que c'est un tel moyen, on est tellement accessible en fait avec les gens, et il n'y a aucune appréhension, et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que quand vous arrivez dans un village par exemple, il n'y a aucune agression, vous n'agressez pas du tout les gens, c'est les gens qui viennent vers vous, et c'est totalement différent, la démarche est totalement différente. Et là, vous pensez que c'est dû au vélo? C'est totalement dû au vélo, ouais, complètement, oui. Parce qu'il y a un respect maintenant. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance durant ce voyage, mais j'ai jamais eu de problème, de très gros problèmes, mis à part par les conducteurs qui n'ont pas l'habitude justement de voir des vélos sur la route. Et qui vous envoyaient leur gaz d'échappement à loisir. Ouais, surtout au sommet des côtes qui changeaient de vitesse par exemple, parce que le pot d'échappement se situe à droite sur les camions, et donc c'est très difficile par moment. Mais on oublie tout ça parce que justement il y a cet échange, et ça c'est grâce au vélo. Oui. Et le respect parce que c'est difficile, parce que parcourir 12 000 km comme ça, parce à la force des mollets, eux forcément pensent parce qu'ils n'ont pas... Bon, j'avais un très bon matériel, j'avais vraiment de la chance, j'avais investi beaucoup d'argent dans ce matériel parce que je voulais pas avoir de problème. Mais eux pensent par rapport à leur matériel justement, donc ils pensent que c'est beaucoup plus difficile, mais ouais. Mais ils n'ont pas d'idée exactement de ce qu'on peut ressentir parce que ils n'ont pas l'occasion de voyager évidemment. Et comme vous veniez de pays riches, enfin de l'Occident, ils considéraient que vous auriez pu vous payer un moyen de transport plus luxueux qu'un vélo, ils ne comprenaient pas. J'ai eu beaucoup de réflexions justement où ils ne comprenaient pas pourquoi pas. On m'a même proposé une fois de pouvoir placer un moteur parce qu'ils sont capables de tout réparer et de tout faire. Et c'est vraiment la débrouille en fait.
Et on m'a proposé une fois justement de placer un petit moteur à la place sur mon vélo justement parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi le vélo. Et ça vous a pas tenté? Non, non, du tout, non. Non. Alors, Déjà pour trouver une station essence, c'était pas forcément c'était évident difficile, tout le temps. Ouais. ouais. Alors votre rêve final, c'était la Mongolie. Ouais. Vous l'avez réalisé? Vous êtes Ouais, je arrivé suis en rentré Mongolie en Mongolie, ça n'a pas été facile parce que j'ai pas choisi la route la plus facile non plus. Disons que je savais dès le départ que la frontière que je voulais prendre était fermée aux étrangers, mais c'était un tel bonheur de pouvoir traverser ces montagnes. Donc en fait, j'ai pris la route, plutôt continuer de Novosibirsk vers, toujours vers l'est, vers Irkoutsk. J'ai voulu traverser les montagnes de l'Altaï en fait, et, qui séparent la Mongolie de la Russie. Donc à partir de Novosibirsk, je suis descendu au sud pendant 500 km. Et donc là, je suis arrivé donc, au poste frontière et j'y suis resté entre les deux côtés, entre le comté mongol et le comté russe. Je suis resté près d'une semaine sans savoir ce qui pouvait m'arriver, en fait, si je pouvais passer ou non. Alors le passage des frontières, ça a vraiment été l'une de vos galères numéro 1. Oui, parce qu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé, parce qu'on est tout petit et puis on est tellement vulnérable en fait en vélo. Et puis des pays comme l'Albanie, par exemple, c'est l'anarchie totale. C'est-à-dire que quand vous arrivez au poste frontière, après avoir passé 3 postes frontières en Yougoslavie, dont une tente, donc j'ai dû réveiller d'ailleurs le gardien pour passer. C'est pas évident parce que vous savez pas, c'est une autre culture, donc c'est un autre pays et il n'y a pas d'uniforme, il n'y a rien, ils ont que des brassards comme ça. Et au départ, ils voulaient me faire payer 37 $ à l'entrée. J'avais lu quelque part qu'en fait, ils essayaient de faire ça aux touristes pour avoir de l'argent. Et puis, alors que c'était 5 $ le visa de transit au maximum. Donc j'ai attendu près d'1 h 30 dehors parce que je voulais pas payer. Vous ne vouliez pas payer, vous vouliez pas céder au bac. Non, exactement, c'est ça. Et surtout que j'avais le temps, vraiment, le temps il est là, c'est-à-dire qu'on est complètement décalé. Et donc au bout d'1 h 30, il est venu me voir et puis donc j'ai payé 10 $, donc 10 $, donc ça a fait l'équilibre entre les deux. Voilà, ouais. Votre conscience s'en est accommodée alors. Ouais, apparemment, ouais. Et donc là, pareil, la même chose, c'est-à-dire les premiers kilomètres quand vous passez une frontière sont toujours tellement dépaysants parce que vous reprenez tout à zéro. Donc là, vous avez les yeux qui voyagent dans tous les sens et puis vous apprenez, vous êtes idiot tous les jours, donc c'est très, très, très important. Être idiot tous les jours, ça vous plaît, cette idée-là de recommencer, d'oublier tout ce que vous saviez en partant de Bretagne et de réapprendre à vivre autrement? Oui, complètement, parce moi, évidemment, je cherche les choses, je cherche les différences, c'est pour ça que j'aime voyager. Et puis en même temps, je raconte comment est-ce que c'est ailleurs aussi. Et puis non, c'est un échange surtout qui est très important. Et écouter les gens, même si on ne parle pas la langue, c'est très important, mais on regarde toujours l'expression des visages, les gestes, les mimiques. Et tout ça, c'est un échange. Même si on ne parle pas la langue, par tout ça, on arrive à comprendre et on aime les gens malgré la barrière des langues. Mais c'est pas lassant à force de se retrouver à table avec quelqu'un dont on aimerait tout savoir Non, c'est très frustrant surtout parce qu'on aimerait dire tellement de choses. Et c'est là justement où les sourires, les regards, tout, c'est très important, ouais. Mais vous étiez bien équipé, pourtant vous aviez un logiciel de traduction de 12 langues, c'est ça, dans votre matériel? Ouais, qui m'a rendu l'âme en fait en route. Mais bon, je crois que l'appareil, on le sort que très rarement. Moi, je l'ai sorti que très rarement, ouais. Bon, d'une part parce que je parle vraiment bien anglais, donc c'est vraiment une langue universelle, c'est vrai. Et puis ensuite, parce que bon, j'avais un guide de conversation comme ça que je feuilletais tout le temps, et puis j'avais mis l'alphabet cyrillique en fait sur mon guidon pour pouvoir apprendre jour par jour l'alphabet cyrillique, oui. Tout en pédalant. Tout en pédalant, ouais, en regardant les panneaux. Ouais. Alors, vous avez quand même choisi l'une des parties du monde les plus dangereuses actuellement. Enfin, je veux dire, vous avez traversé la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine. Enfin, vous saviez que c'était des pays à risque quand même. Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez pris suffisamment de précautions avant de partir pour ne pas avoir peur? Comment ça s'est passé? Non, je ne pense pas. Je pense que la soif de découvrir passe par-dessus tout ça. On sait très bien qu'il peut nous arriver qu'il peut m'arriver des problèmes, enfin moi et mon vélo, c'est évident. Par exemple, il y a les problèmes de mine qu'on parlait tout à l'heure par rapport à l'Albanie, il ne faut pas sortir trop des sentiers battus non plus. Mais non, tout ça on oublie. Moi j'avais une telle envie, d'une part parce que j'étais pas parti depuis 1 an déjà et je commençais vraiment à avoir des fourmis dans les jambes et on oublie complètement, ouais. Alors en plus votre retour, c'est fabuleux parce que ça colle complètement à l'actualité. Vous avez traversé la Yougoslavie, à peine rentré, la Yougoslavie flirte avec la liberté. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris la chute de Milosevic la semaine dernière? Forcément on a des flashs, et les flashs c'est les régions les plus belles qu'on a traversées, puis surtout les gens en fait avec qui on a discuté, qu'on a partagé quelque chose.
Et ouais, c'est les flashs qui nous reviennent et puis on a envie de leur dire allez-y, quoi, allez de l'avant et puis surtout montrer que votre pays est très beau. Ouais, ça. Mais que vous disait-il à vous de leur envie de démocratie, de leur envie de liberté? Comment ça se traduisait? Ils sentaient le vent tourner? Comment... Oui, on sentait justement et j'ai rencontré quelqu'un notamment qui avait une chambre d'hôte qui voulait vraiment et qui commençait déjà à faire une construction, qui commençait à développer son affaire, à l'agrandir. Et ils voulaient vraiment aller de l'avant, ils voulaient oublier par rapport à leurs voisins croates qui eux construisent, ils ont une très belle côte. Mais pour l'instant ils étaient plus occupés en fait à construire et à tout oublier les Croates qu'en fait à parler avec les gens pour l'instant. J'ai pas beaucoup parlé avec les Croates. Par contre les Yougoslaves, oui, ils voulaient justement montrer aux gens que c'était dans leur tête c'était parti quoi et ça c'était important. Et vous avez pu joindre des amis déjà? Pas pour l'instant, pas non, encore non, mais je vais le faire, ouais, au plus tôt, ouais. Pour avoir leurs impressions. Ouais. Alors, dans la série des anecdotes, bienvenue chez nous, entre guillemets, hein, il y a eu quand même des épisodes où vous n'avez pas été très très bien accueillis. Et il y a notamment une histoire, vous racontez, d'une écluse que vous avez voulu photographier. Oui, en fait, c'est parti d'un matin où j'avais rien à manger pour le petit déjeuner. J'étais proche d'un village, donc j'ai fait demi-tour. Ça, c'était en Russie. En Russie. En Russie, c'est après Rostov-sur-le-Don, en remontant un peu. Et puis... Et donc au petit matin, j'avais rien à manger, donc je suis parti au petit village, chercher quelque chose à manger. Puis là, la vendeuse m'a dit, elle a vu forcément que j'étais un touriste, et puis elle m'a dit, il y a un monument qu'il faut voir qui est très joli, donc, parce que c'était un lieu de bataille, la Seconde Guerre mondiale. Et juste à côté, il y avait une écluse. Donc j'ai pris en photo le monument, puis ensuite je me suis dit, tiens, l'écluse est très belle, et ça ressemblait beaucoup à l'Arc de Triomphe, en fait, avec des étoiles évidemment un peu partout. Et puis donc je l'ai pris en photo. Puis je suis monté sur un petit muret justement pour prendre en photo. Et puis là, il y avait deux vigiles qui restaient là, pourquoi, je ne sais pas pourquoi, qui étaient là en faction et qui regardaient leur télé et puis quelqu'un leur a prévenu que j'étais là. Donc ils m'ont pris par le bras droit et puis ils m'ont dit de m'installer en fait dans le fauteuil et puis d'attendre parce qu'ils avaient passé un coup de téléphone justement à la police, enfin la milice qu'on appelle là-bas et puis donc là on ne sait pas ce qui va se passer mais on pense que, enfin on espère que ce sera bon, du style que le maire va vous accueillir et puis vous offrir quelque chose, pourquoi pas. Et puis finalement non, c'est la police qui arrive, ils m'ont accueilli en fait à 8. Et puis on m'a demandé ma caméra, on m'a demandé si j'avais pas, enfin ma caméra, mon appareil photo, on m'a demandé si j'avais pas de caméra. Et puis ils ont commencé à regarder mes affaires, ils ont pris mon film, ils l'ont jeté. Et donc là j'ai pas compris parce que je leur ai essayé de leur expliquer qu'en fait le satellite pouvait faire un meilleur travail que mon appareil photo. Votre appareil photo ouais. Et puis donc on se demande s'ils ont reçu un coup de fil de Moscou pour leur dire que tout ça c'était fini, que maintenant on pouvait être en totale libre circulation, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais on pouvait vraiment voyager librement à travers la Russie. Mais, et donc là, on se pose toutes ces questions. Donc ensuite, ils m'ont accueilli dans l'espèce de gendarmerie. Je suis resté près de 3 heures. Donc là, c'est coup de fax, photocopie du passeport, du visa, c'est plein de questions. Et donc là, c'est un peu ce qu'on cherche quand on voyage aussi, c'est-à-dire que... L'aventure, quoi. Ça, oui, c'est l'aventure. C'est ça. Ouais. Et puis donc, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont relâché, mais sans aucune autre explication. Sans explication, ouais. Voilà. Alors ça, c'est dans la catégorie mauvais souvenirs, entre guillemets. Mauvais souvenirs, oui. Et puis dans la catégorie des bons souvenirs, il y a l'histoire d'une pomme qu'on vous a offerte. Oui, en fait, quand je suis rentré, après avoir franchi la frontière, le poste frontière yougoslave, en fait, 2 kilomètres juste après, on m'offre une pomme et la personne m'arrête complètement, cherche à savoir pourquoi je suis là, d'où je viens et où je vais. Et donc là, c'est ce qu'on recherche justement, ces moments-là. Plusieurs fois sous la route, en Sibérie par exemple, je m'arrêtais pour aller chercher de l'eau parce que parfois difficile de trouver ne serait-ce que de l'eau ou à manger. Je ne veux pas faire des grandes images, mais c'est parfois vrai en vélo. Parce que, ça, ce n'est pas des images d'Épinal, c'est vrai, il y a vraiment des problèmes. Enfin, les gens peuvent avoir faim, peuvent avoir des besoins élémentaires qui ne sont pas assurés comme ça. Ouais. Et donc, dans un village, malgré tous ces problèmes-là, on m'offre du lait, on m'offre... parce qu'ils produisent tout eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont des potagers, ils ont tout. Et ils achètent pratiquement rien, parce qu'ils ont tout pour eux parce qu'ils ont des besoins comme ça, alimentaires évidemment. Ils font beaucoup de conserves par exemple pour l'hiver, donc par rapport aux légumes, des choses. Et donc malgré tout ça, tous leurs problèmes, eux ils vous accueillent avec un litre de lait, ils vous accueillent avec des légumes qu'ils vous offrent.
des choses comme ça. Alors pourtant, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas un Richard, enfin vous n'êtes pas, vous n'êtes pas sorti de la cuve de Jupiter, comme on dit, mais Ouais. et l'un des problèmes majeurs que vous avez eu aussi pendant votre voyage, c'était l'argent. Enfin, on le Ouais. voit dans les mails que vous avez envoyés à votre famille. Envoyez-moi de l'argent, je n'ai plus rien. Ouais. Comment vous avez pu d'abord partir, financer votre départ au moins, enfin votre. Disons que j'ai travaillé donc l'année précédente à Paris, au café, dans un café au musée Vous êtes du Louvre. barman, hein? Oui, je suis barman, ouais. Donc ce qui me permet de financer un peu le plus important, c'est-à-dire pour moi mon matériel. Et ensuite, j'ai la chance d'avoir des amis, j'ai la chance d'avoir une mère Qui est en super. régie d'ailleurs. Ouais, qui, par exemple, avant de partir, on vous dit bah, écoute Olivier, tu veux partir? Bah écoute, l'argent c'est notre problème. Et là, je leur faisais totalement confiance, donc vous vous dites mon jeu pédale, et puis il y a des gens qui me suivent derrière. Et ça, c'est très important. Et la recherche de sponsors, est-ce que ça vous a effleuré? Disons qu'avec un ami, on a effectué un gros travail pour faire un dossier, parce que c'était pas du tout notre truc. Et donc ce dossier-là, je l'ai vu vivre une semaine. Et ensuite, bah, moi j'ai décidé de partir parce qu'il y avait un choix à faire, c'est-à-dire que moi j'avais mes visas qui étaient déjà établis et qui étaient datés déjà. Donc moi, il fallait que je parte maintenant. Et donc ce dossier-là, il a vécu derrière moi. Il y a des gens spontanément qui ont donné de l'argent privé, des entreprises, notamment des restaurants de Trégastel. Donc tout ça, vous le savez au fur et à mesure du voyage, et ça vous donne chaud au cœur et ça vous donne envie de pédaler, de continuer. Ouais. Alors vous êtes beaucoup inspiré pendant votre voyage, et même avant j'imagine, de l'aventure d'un couple qui s'appelle Françoise et Claude Hervé. Alors je vous montre ce qui reste du livre, parce qu'il a parcouru 12 000 km avec Olivier, il est dans un état... on va dire, il a vécu, c'est comme ça. Ouais. Alors là, c'est l'histoire d'un couple de Lyonnais qui était parti pour 3 ans, pour un tour du monde de 3 ans. Et eux, ils sont restés 14 ans à pédaler, c'est ça? Qu'est-ce qui vous a plu dans leur aventure? Mais en fait, je pense qu'ils avaient la même démarche, c'est-à-dire que moi j'ai eu la même démarche qu'eux plutôt, parce qu'ils l'ont fait avec moi. Et donc ils avaient une tête qui était vide et qui demandait qu'à se remplir de plein de choses, de plein de souvenirs. Et donc c'est ça qui est fabuleux, et ils ont vraiment fait des choses extraordinaires. Ouais. Et parmi les choses qu'ils ont faites, ils ont notamment travaillé pour Handicap International en Thaïlande, pour 3 ans, et notamment pour lutter contre les mines antipersonnelles. Ça aussi, c'est un combat qui vous a... Oui, parce que là, la notion de temps est complètement absente. C'est-à-dire qu'ils sont plus dans un endroit, bah, ils ont voulu servir à quelque chose, et c'est l'une des choses qui est très importante en voyage. Il faut complètement oublier tout ça. La notion de temps n'est pas importante. Ouais. Alors, non seulement la notion de temps, mais ils écrivent également « Nous partons à la recherche d'un autre mode de vie, d'une philosophie où l'argent, les apparences et le luxe ne seront plus les valeurs essentielles ». Mais est-ce que c'était vos valeurs essentielles lorsque vous étiez à Trégastel ou même barman à Paris? Disons qu'on a un décalage quand on est ici, qu'on se rend compte en partant. À chaque fois qu'on rentre en fait de voyage, tout est tellement plus facile ici. Et quand on part une fois, on n'oublie jamais ça. Enfin, moi, je ne l'avais jamais oublié. Et je pense qu'à un moment, ça sature. Et moi, j'ai besoin de partir parce que j'ai besoin de... Je sature évidemment, et je peux pas me contenter de rester vivre comme ça, juste pour vivre. C'est-à-dire payer mon électricité tous les mois, payer mon loyer. Je ne peux pas me contenter de ça, j'ai besoin d'autre chose. Et la difficulté, en fait, engendre toujours un bonheur derrière. Même si vous avez des problèmes, le problème, en fait, va engendrer, oui, des rencontres, va engendrer des situations rocambolesques, donc va engendrer d'autres situations qui sont plus heureuses, oui. Mais est-ce que quand vous voyagez comme ça, alors évidemment c'est l'éternelle question, parce que les Bretons qui voyagent, on a non seulement une émission qui leur est consacrée sur TV Braise, mais on en rencontre tous les jours. Est-ce que vous vous sentez breton vraiment, quand vous voyagez comme ça? Est-ce que vous êtes fier? D'abord, est-ce qu'il y avait le drapeau breton sur votre vélo? Oui, évidemment, ouais, quand je parle aux étrangers, je leur dis que je suis breton, évidemment. Après, je leur dis que je suis français, mais ça passe après, évidemment. J'avais évidemment le Guanadu derrière moi, qui m'a aidé, je l'ai perdu sur la route, j'en suis un peu désolé. Et puis, non, on a envie d'avoir des racines, évidemment, on a envie de dire aux gens qu'on arrive de quelque part. Et avec moi, quand je voyage, j'ai toujours des cartes postales de Trégastel, par exemple. Et puis, pour montrer aux gens comment c'est aussi, parce que toujours pareil, l'échange. Et en Mongolie, notamment, j'ai laissé dans plusieurs tentes, qu'on appelle guerres là-bas, des cartes postales qui mettaient en exposition et qui disaient qu'ils allaient toujours garder auprès d'eux. Ouais. Non, on a envie de dire qu'on vient de quelque part aussi, parce que en même temps, on a besoin de dire qu'on a des racines. Ouais.
Oui, mais ces racines, tout de même, enfin, je veux dire, vous êtes à peine rentré, que vous parlez déjà de repartir. Vous avez déjà un projet, non? Oui, oui, j'ai 2 ou 3 projets en tête, ouais, et donc ça, c'est pour les mettre, pour les réaliser, il faut toujours du temps, faut toujours. Mais justement, quand on voyage, on a toujours l'esprit en même temps, forcément, en face des paysages qu'on rencontre, mais en même temps, on pense aussi à l'après. C'est très important. Et je pense que pour accepter de vivre, c'est peut-être un grand mot, mais pour être heureux ici, j'ai besoin de savoir que je vais repartir. Ouais, c'est un bon moteur, ouais. Ouais, ouais. Et là, l'envie, c'est où maintenant? Voilà, l'envie, c'est un peu partout, mais que ce soit à vélo, à kayak, à cheval, j'ai quelques projets, ouais, qui peuvent être Ça ne très sera pas sympas. forcément le vélo la prochaine fois. Je sais pas, ça va dépendre des rencontres que je vais pouvoir faire justement par rapport aux personnes parce que je pense que tout seul cette fois-ci, je crois que c'est le dernier voyage, donc j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui puisse, en fait, qui ait des idées et donc on puisse partager en fait nos projets. Ne plus communs. voyager seul. La solitude pendant 6 mois comme ça, c'est difficile à vivre. C'est difficile, surtout il y a une période assez difficile en Sibérie par exemple où pendant 5000 km, vous avez toujours le même paysage devant vous. Si vous ne faites pas de rencontre avec les gens, les journées sont plutôt longues, c'est-à-dire que vous faites 120, 150 km par jour, que vous passez sur votre vélo, c'est là où vous pensez à vos amis justement qui sont derrière vous et vous n'avez pas forcément du beau temps, vous avez des vents contraires, c'est pour toute la journée, vous avez de la pluie, donc toutes vos affaires sont trempées, vous avez les moustiques. Donc on n'a pas forcément des belles journées, ce que je veux dire, mais oui, c'est vrai que tout seul, on a envie de partager aussi les émotions qu'on a. Alors, parmi parce que vous êtes un témoin, vous faites notre métier, vous êtes journaliste quelque part aussi, hein, dans votre façon de vivre et de raconter les choses. Il y a des images comme ça qui vous ont choqué, et notamment l'alcoolisme aussi, la place de la vodka. Ouais, c'est un fléau énorme, c'est-à-dire que moi j'y suis arrivé vraiment avec des yeux pour voir en fait. C'est partout. C'est partout à l'entrée de la Russie. J'ai pas été jusqu'à Vladivostok, mais je pense que c'est partout. C'est-à-dire que vous rentrez dans un petit village pour aller au puits chercher de l'eau. Et là, vous rencontrez des gens qui viennent vous voir, qui sont sous et qui boivent jusqu'à mourir. Et on ne sait pas si c'est à cause de l'ennui, si c'est à cause de la pauvreté. J'ai pas réussi à savoir vraiment le problème parce que forcément, tous les amis que j'ai rencontrés, tous les gens qui m'ont parlé, c'était des amis. Après, ils m'ont donc jamais parlé de ces problèmes-là et c'est vraiment très grave, oui. Je pense que c'est énorme. J'en suis. Alors que vous venez d'une région où c'est oui, déjà on parle de fléau ici, mais là-bas, ça n'a rien à voir. C'est incroyable. Ouais, Les femmes aussi, les femmes russes. Les femmes russes, en fait, les femmes russes sont extraordinaires. Parce qu'elles sont belles ou parce qu'elles ont. Elles essayent vraiment de s'embellir. Vraiment, quand on regarde l'homme russe, c'est le pauvre homme russe, c'est-à-dire qu'il a des chaussures, qui lui servent, mais bon, on se demande. En survêtement tout le temps, ils ont toujours les mêmes survêtements, toujours les mêmes affaires, toujours sombres. Alors que les femmes russes essayent d'éclaircir un peu, de faire des choses qui sont avec très peu de moyens. La femme russe est extraordinaire parce que c'est elle qui fait tout. Et je crois que moi c'est totalement subjectif, mais c'est elle qui tient le pays, je pense, parce que elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la maison, c'est elle qui ramène l'argent à la maison. Elle fait tout et c'est extraordinaire et l'homme boit à côté. Donc par rapport au passé, qui veut oublier le passé ou qui veut penser toujours au passé, on n'en sait rien, pourquoi est-ce qu'il va boire. Mais c'est incroyable, ouais. C'est-à-dire qu'à 9h du matin, 8h du matin, ça peut commencer. Après il va dormir par exemple, et puis il va recommencer. Et puis... Mais est-ce que vous êtes optimiste tout de même pour ces pays que vous avez traversés, ou vous êtes encore sceptique sur la possibilité qu'ils auront d'avoir un avenir plus libre et plus... Disons que la liberté ils l'ont, mais pour eux c'est pas le plus important évidemment, comme tous ces pays qui émergent maintenant. Ils oublient forcément que le bonheur de la liberté, je crois qu'ils l'ont très vite oublié maintenant. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent, tout simplement, c'est de vivre. C'est acheter une télévision, tous des produits manufacturés, par exemple. Ils ont un réel besoin de ça et de savoir qu'il y a des gens comme ça qui roulent en Mercedes, en BMW, ils ne comprennent pas tout ça. Et il y a un réel décalage, justement, entre les gens qui vivent, par exemple, dans les villes et les gens qui vivent dans les villages. Et vous vous sentez, pour terminer cette émission, est-ce que vous vous sentez plus riche, plus beau, comme vous le disiez dans votre dossier de présentation? Oui, complètement. On a envie de faire partager tout ça. Ouais. Olivier Le Cosic, je vous remercie. Et puis, bonne chance pour un prochain voyage. Racontez-nous, continuez à nous raconter vos aventures. D'accord. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur TV Braise. Au revoir.